Bonjour. Sentir le danger et la mort, c'est son quotidien lorsqu'il est sur le terrain. Passionné par le journalisme en temps de guerre, il a couvert la guerre contre Daesh au Moyen-Orient et plus actuellement la guerre en Ukraine. De retour en France, il a accepté de venir nous livrer son témoignage et de nous raconter comment il est devenu correspondant de guerre. Bienvenue dans Témoignage avec Benoît Cristal. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Alors, Benoît Cristal, vous êtes donc correspondant de guerre. Est-ce que c'était le métier dont vous rêviez depuis tout petit ? Est-ce que ça vous a toujours passionné ? Comment ça vous est venu ? On imagine mal un petit garçon comme ça voulant... Non, j'ai pas une passion particulière pour la guerre. Je voulais tout simplement être journaliste. Ouais. Enfin, quand j'étais petit, je me disais, enfin adolescent plutôt, je me disais c'est le meilleur métier pour changer de vie tous les jours, voir un peu, connaître tous les métiers, fréquenter tous les gens. Et puis après, c'est venu, là c'est vraiment de fil en aiguille, ça fait partie de ce métier. Je ne me considère pas tant reporter de guerre, je me considère comme journaliste. Et j'ai cette spécificité, cette capacité à aller sur un terrain de guerre. Mais fort heureusement, je ne fais pas que ça. D'accord, donc c'était les voyages qui vous ont attiré au début aussi ? Les voyages, les rencontres ? Alors en fait, par exemple, j'ai fait un voyage quand j'avais 18 ans en Égypte que j'ai adoré. Et puis, c'est presque par l'Égypte que je suis revenu sur les terrains de guerre, sur les terrains dangereux, quoi. Par exemple, moi je suis revenu au terrain de guerre via les révolutions arabes. Ouais, c'est vrai que la révolte de Tahrir en 2011, au Caire, c'était presque la guerre. Il y avait des chars dans la rue, il y avait des gens qui dévalisaient les armureries. Donc, et c'était naturel pour moi d'y aller, quoi. Enfin, d'ailleurs, juste avant ça, il y avait la Tunisie, qui était un peu moins dangereuse. D'accord. Comment ça s'est passé ? Est-ce que quand vous avez pris la décision adolescent de devenir journaliste, vous êtes rentré à l'école de l'ESJ, donc l'école supérieure de journalisme à Lille. Vos parents étaient derrière vous ? Si c'était juste une envie d'être journaliste, je pense que vous avez été soutenu par vos parents ? Oui, alors on fait toujours plusieurs plans hein, quand on est jeune. On se dit je vais faire le plan A, le plan B. Bon, moi, le journaliste, c'était le plan A. Il se trouve que j'ai fait une fac de droit et je me suis dit, le journalisme, c'est un métier sympa, facile, on accepte tout le monde, tous les gens qui ont des idées, qui ont une bonne tête. Ouais. Et puis c'était pas du tout comme ça. Je suis allé voir la rédaction de l'Est républicain qui est à Nancy, qui est ma ville. Et puis on m'a gentiment expliqué, non, vous êtes très sympathique, mais il faut faire une école de journalisme. J'ai dit, oui, mais je sais écrire, je suis volontaire. Non, il faut faire... tous les stages sont réservés aux écoles de journalisme. Donc j'ai été faire une école de journalisme, parce que c'était mon rêve. Mais voilà, c'est une question difficile. Est-ce qu'aujourd'hui on peut être journaliste sans faire une école de journalisme ? C'est pas facile. Hein. C'est un métier qui s'est un peu standardisé. Avant, c'était un métier qui était ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, c'est plus standardisé. À l'époque, ceux qui faisaient le métier que vous faites concrètement, on appelait ça plutôt des aventuriers. Même, il n'y avait pas forcément de diplôme à l'époque. On n'était pas obligé de passer par des écoles de journalisme. Oui, c'est vraiment, vous pourrez dire, Albert Londres, il n'a jamais fait d'école de journalisme. Mais après, on va pas... Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on ne va pas non plus faire confiance à n'importe quel aventurier pour nous informer. Parce que l'aventurier, si vous demandez, prenons un exemple mythique, Laurence d'Arabie, si vous aviez demandé à Laurence d'écrire des articles, il aurait été extrêmement partial. Parce que lui, évidemment, en plus il était dans l'armée britannique, mais il était trop impliqué dedans, il n'avait pas un esprit de journaliste. Lui, il avait un esprit de guerrier, d'aventurier. Le journaliste, c'est pas forcément un aventurier. Il aime l'aventure, mais il est quand même là, la raison de sa présence, c'est quand même pour informer les gens. Il n'est pas là par hasard à l'aventure, il vient pour informer un public. D'accord. Donc une fois rentré à l'ESJ, quelle est la chose la plus essentielle, la plus importante que vous y apprenez ? La première chose que j'ai apprise, c'est d'écrire avec du plaisir. Je savais le faire, mais j'étais toujours contraint dans des exercices extrêmement scolaires avant, à l'université. Vous faites du droit, vous devez écrire dans le style du droit, dans un objectif précis. Vous faites de la géopolitique, il faut faire une thèse-synthèse. Là, j'ai appris à écrire avec plaisir pour être lu avec plaisir. C'est la première chose que j'ai apprise.
La deuxième, c'était les règles de base du journalisme, hein. C'est de toujours vérifier son info, avoir 2 sources différentes, voilà, être fiable, et puis adapter aussi son style à son public, que ce soit en télévision, ou en radio, en presse écrite, sur YouTube. On ne fait pas la même chose suivant la personne à qui on s'adresse. Comment vous en arrivez là, par exemple, pour arriver sur une chaîne et travailler en tant que journaliste sur TF1, comment vous en arrivez là et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que, par exemple, accéder à une plateforme comme TF1, est-ce que ça vous lance plus en tant que journaliste? Est-ce que ça vous offre plus de possibilités? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui s'est passé, c'est que je faisais une émission de musique au départ, quand j'ai commencé ma carrière de journaliste. Et justement, le 11 septembre 2001, grand événement qui a marqué ma génération, j'étais en train de faire mon émission de musique et j'ai ressenti une frustration énorme. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas la musique que je veux faire, c'est sympa, hein. Ça, Yann Sopakrou et moi et Brigitte Fontaine, c'était très sympa tout ça. Mais le vrai métier dont je rêvais, c'est là que j'ai compris, c'était le grand reportage. Donc j'ai vécu avec ma frustration, hein, j'ai fini mon émission. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais quand même aller dans une chaîne où on traite bien ces sujets-là. Donc je connaissais déjà des gens à TF1 et LCI. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était... bon, tout le monde a toujours une opinion plus ou moins bonne des chaînes et tout ça, mais professionnellement, c'est bien d'être dans un endroit où on vous donne les moyens de bosser. Et c'est vrai que TF1, quand on veut couvrir un terrain dangereux ou l'étranger, on a les moyens et on le fait bien. Donc vous me posiez la question de la préparation, là on a les moyens de se préparer, on a les moyens déjà matériels de se protéger, et puis on a accès à beaucoup de contacts et à tout un carnet d'adresses de ceux qu'on appelle les fixeurs. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis dirigé vers une chaîne comme TF1, parce que je voulais travailler dans des bonnes conditions. Et quand on parle de reportage de guerre, c'est évidemment essentiel. Comment vous vous sentez lorsque vous partez pour la première fois sur un terrain de guerre? Comment on se sent la veille du départ? Et quel est votre sentiment une fois arrivé sur place pour la première fois dans un reportage? Donc, c'était où? C'était quel conflit pour vous? Alors le premier vrai terrain de guerre, ou ce qu'on appelle guerre classique, et alors encore, c'était pas une guerre déclarée, mais c'était donc la guerre contre Daesh. C'était pas une guerre entre 2 États, mais quand même, il y avait des moyens militaires importants. Donc j'y suis allé en 2015, à l'été 2014, autant pour moi, en août 2000. Donc je vais reprendre. Le premier vrai conflit armé que j'ai fait, de grande ampleur, c'était en Irak, la guerre contre Daesh, en août 2014. Alors bizarrement, j'ai un copain qui me dit tout le temps, si je fais plus un petit cauchemar ou un petit rêve avant un reportage, ça voudrait dire que je suis blasé. Bon, il m'est arrivé de faire plus de cauchemars parce que j'avais une interview à faire sur l'économie qu'avant un terrain de guerre. Là, ça s'est passé assez naturellement. J'avais l'appréhension, évidemment. Je me disais, est-ce que je vais supporter? C'est la question qu'on se pose toujours la première fois. On se dit, est-ce que je vais tenir le coup? Vous avez une formation, un training un peu particulier? Alors, je l'ai eu plus tard. Là, je ne l'avais pas eu avant. Je l'ai eu plus tard. Ma formation, je l'ai faite sur le terrain, en fait, petit à petit. En faisant l'Iran en 2009, la Tunisie en 2011, l'Égypte, des terrains qui sont quand même dangereux. Donc, c'est vrai que j'avais l'appréhension. Je me disais, bon, testons vraiment maintenant une vraie guerre et voyons comment est-ce que je vais réagir. Alors, c'était étonnant parce que j'avais 40 ans à l'époque. Donc je pouvais avoir l'air d'être quelqu'un d'expérimenté, mais sur la guerre, je ne l'étais pas. Et je suis parti avec 2 personnes qui étaient plus jeunes que moi. Donc je me suis senti déjà tout de suite très responsabilisé. Donc je me suis dit très vite, on va tester, mais ce sera un test réel, donc il faut que j'assure. Et puis, quand j'ai vu tomber la première roquette à 100 mètres de moi, j'ai pas sauté, je ne suis pas parti en courant. Je me suis dit, elle n'est pas tombée sur moi, donc je suis resté calme. Et donc c'était un test, et je me suis dit, je peux prendre en charge une équipe. D'ailleurs, j'ai rassuré l'équipe, je leur ai dit, venez, on va se mettre à l'abri par là. Donc voilà, c'est vraiment un métier, puisque vous me posez la question, c'est un métier sur lequel il n'y a pas de théorie, quoi. Il faut tester. Il n'y a pas de... Moi, je m'attendais aussi à être mort de trouille
et à devenir tout blanc et à dire c'est pas fait pour moi. C'est possible, il n'y a pas de honte, c'est normal. C'est normal de vouloir sauver sa vie et de se sentir mal quand on sent la mort proche. Mais moi, ça s'est toujours bien passé. Au contraire, j'ai l'impression d'être encore plus calme quand c'est le chaos autour de moi. Donc, je crois que pour le meilleur et pour le pire, je crois que je suis fait pour ça. Oui, ça a vraiment montré que vous avez le sang-froid pour, quoi. Ben oui, et puis je me suis rendu compte, ce qui est important aussi, c'est qu'on n'est pas tout seul. Moi, je me promène pas avec ma caméra et mon stylo seul, parce que seul, on n'aurait que la responsabilité de soi-même. Donc ça me regarde moi et ma famille. Mais quand vous travaillez avec une équipe, vous êtes aussi co-responsable de la sécurité des autres. Alors on discute tout le temps, et ça c'est le plus important. Moi je pense que du moins en télévision, le bon reporter, c'est pas celui qui est super courageux, super fort, qui sait prendre les bons risques, c'est celui qui sait travailler en équipe et prendre des décisions ensemble. On ne fait pas ça tout seul. Moi, je suis incapable de faire un très bon reportage tout seul avec ma caméra. C'est un boulot d'équipe. Donc, quand on travaille à 2 ou à 3, on prend les décisions et on va d'un commun accord quelque part. Et c'est comme ça qu'on fait un bon reportage. C'est pas tout seul, parce qu'on le sent et qu'on n'a pas peur. Oui. Il y a, comment dire, est-ce qu'il y a une mission qui vous a le plus marqué qu'une autre? Est-ce qu'on hiérarchise à force d'en voir les conflits, à force d'en vivre? Est-ce qu'on hiérarchise un peu la gravité, l'horreur? Est-ce qu'il y a une banalisation de la guerre, un peu, quand on est grand reporter comme ça? Alors d'abord, on banalise jamais, parce qu'à partir du moment où on va risquer sa vie, on n'a pas le droit d'être blasé, quoi. On n'a pas le droit de se dire j'ai déjà fait ceci, cela, je connais les risques. Non, c'est pas vrai. Chaque conflit est différent, chaque conflit a sa spécificité. Après, ce qui vous marque le plus, il y a deux sortes de choses. Il y a ce qui peut vous marquer d'un point de vue impact professionnel, historique. Bon, c'est sûr que c'est pour ça qu'on fait tout ça, les reporters de guerre, c'est qu'on veut être là au moment clé où ça bascule, où l'histoire s'écrit. C'est ça qui est le plus passionnant. Alors il y a ça, et puis il y a aussi la chose qui vous marque le plus personnellement. Il y a et c'est pas forcément un grand événement, mais quand vous êtes confronté à la mort, il y a des événements qui vous marquent plus. Moi, je me souviens là je ne vais pas parler de moi tout de suite, mais Christophe de Ponfilly, je me souviens, quelqu'un qui allait très souvent en Afghanistan. Bon, un jour, il est un moment qui n'est pas du tout important pour l'histoire de l'Afghanistan, c'est un entre-deux, et puis il voit un pauvre gamin qui a sauté sur une mine, lui ça l'a marqué à vie, et c'est normal. Moi, ce qui m'a marqué le plus, je pense, parce qu'en termes d'intensité, pas de stress, mais de choc, de surprise, c'était le Maïdan en Ukraine en 2014, parce que concrètement, on était en train de discuter, de passer des coups de fil à 9h du matin dans un hall d'hôtel. Et puis une demi-heure plus tard, il y avait 30 morts dans le hall d'hôtel. Parce que la police avait sorti les kalachnikovs dans la rue à côté. Donc c'était personnellement extrêmement choquant. Et puis en plus, d'un point de vue historique, c'était important. Même si c'est un des tournants de l'histoire de l'Ukraine. Donc entre guillemets, les deux étaient réunis. La chose qui m'a beaucoup marqué, parce que je m'y attendais pas, j'étais extrêmement choqué. Et puis la deuxième, parce que c'était un moment historique. Et puis évidemment, malheureusement, il y a ça c'est le mauvais côté des choses, de ce métier. C'est quand vous perdez quelqu'un, quand vous perdez un ami. Là évidemment, c'est très 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 marquant et très choquant. Et là, on dépasse complètement le cadre de la profession. Bien sûr. On parlait de votre équipe. Lorsque vous partez sur le terrain, vous êtes combien de personnes? Comment l'équipe est constituée? Alors en général, on part à 2 ou à 3, ça dépend des terrains et de la durée de la mission surtout, parce que c'est très fatigant. Donc quand on sait que ça va être long et que ça va être compliqué et que c'est très dangereux, on part à 3. Il y a donc le rédacteur, le JRI, le journaliste reporter d'image, qu'on appelait jadis le caméraman, et la personne qui est le preneur de son et monteur. Comme ça nous permet de travailler plus rapidement. Quand on a un sujet en cours, on peut se mettre au montage avec le preneur de son monteur. Le JRI peut continuer à faire des images, les ramener, comme ça on est beaucoup plus actif. Ou alors tout simplement, il y en a un qui fait attention à la sécurité ou à
ou tout bêtement à la nourriture. Hein. Parfois, il n'y a rien à manger, donc c'est bien qu'il y ait une troisième personne pendant qu'on crapahute et qu'on filme, qui s'inquiète quand même de savoir comment on va survivre et comment on va manger le soir même. Et quand on sait que c'est un peu plus calme ou qu'on a plus de repères, qu'on connaît bien les lieux, on peut parfois partir à deux. Mais on sait que ce sera beaucoup plus court parce qu'on s'épuise vite. Donc il faut pas, vu que la sécurité est un élément essentiel, il ne faut pas rester trop longtemps. Vous parliez juste avant, donc pour partir en reportage, vous me disiez par exemple, si on prend l'exemple de TF1, on vous donne les moyens de partir. Vraiment, quel est le budget un peu approximativement pour partir en reportage comme ça? Et est-ce que cet argent, finalement, est une assurance de sécurité pour vous derrière? Bon, l'argent, c'est jamais une assurance totale de sécurité, mais bon, déjà, on a le matériel pour se protéger, ce qui est essentiel, parce que un vrai gilet pare-balles, un vrai casque. Parfois, moi, j'ai mal au cœur quand je vois des collègues indépendants qui sont obligés de louer ou de se faire prêter des matériels qui sont très hors d'usage ou pas vraiment. Enfin, il y a beaucoup de gilets pare-balles d'opérette qu'on voit parfois. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, c'est très fin. Enfin, ça va pas, quoi. Donc déjà, c'est l'essentiel, c'est la première chose. Moi, j'ai jamais pris de balles ni d'éclats, mais si ça doit m'arriver, j'espère avoir un matériel qui marche. Et puis la deuxième chose, c'est pouvoir travailler avec une personne de confiance et qui soit très, très calée. Donc pour ça, il faut payer la personne, enfin le fixeur, il faut le payer. Et évidemment, vous prenez plus de risques si vous sous-payez quelqu'un et vous ne le payez pas tous les jours et vous lui dites « je suis désolé, je n'ai pas beaucoup de moyens ». Quand quelqu'un est bien payé, et ça vous permet de travailler entre guillemets avec les meilleurs. Moi, je sais que dans des terrains très dangereux, je peux me permettre de bosser avec celui que j'estime le plus expérimenté ou le meilleur ou celui qui maîtrise le mieux la sécurité. C'est quand même un risque énormément quand on est bien accompagné. Et puis, alors là, quand on est dans des situations, je me pense par exemple quand on allait en reportage à Raqqa, c'était trop dangereux pour moi. J'estimais, moi, je ne vais pas dormir à Raqqa, quoi, parce que c'est trop dangereux. Il y a des bombardements, il y a des voitures piégées, si jamais on est repéré, il y a des prises d'otages. Donc on faisait 10 heures de route, aller-retour tous les jours pour y aller. On allait dormir dans une ville qui était totalement sûre, et on faisait 10 heures de route tous les jours. Donc là, si vous n'avez pas de chauffeur, vos 10 vous arrivez déjà au bout de 5 heures de route sur des routes défoncées, vous êtes épuisé, quoi. Si vous avez un chauffeur, vous arrivez, vous êtes bien reposé, vous pouvez faire un bon boulot, quoi. Justement, le fait d'avoir une caméra tout le temps avec vous, le logo presse, parce que vous êtes obligé, vous avez les brassards, ça vous protège dans une certaine limite, du coup, j'ai l'impression. On est quand même identifié comme journaliste. Après, c'est pas avec des groupes terroristes, c'est pas du tout une sécurité. Au contraire, on serait plutôt une cible, voire une proie pour des enlèvements éventuels. Donc c'est nécessaire parce qu'en cas de stress, au moins qu'on nous identifie, on n'est pas des hommes armés, on n'est pas là pour. C'est quand même rarissime d'être pris dans un vrai combat. Mais bon, c'est quand même important d'être vite identifié. Après, comme je vous disais, l'argent, c'est pas ce qui va vous sauver. Enfin voilà, malheureusement, il y a plein de cas d'accidents qui sont dus soit à une attaque directe. Moi, j'ai un collègue qui a pris une balle juste sur son gilet pare-balles où c'était marqué presse. Il avait été visé. Et puis, il y a des accidents dramatiques. Que vous ayez de l'argent ou pas d'argent, ça revient au même. Si vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment. Voilà, donc puisque à la fin, ce sont des événements répétitifs, des missions qui se multiplient, il faut maximiser la sécurité dans tous les cas. Et c'est sûr que c'est plus facile quand on a un peu de moyens. Du coup, quand vous êtes sur place, c'est l'équipe qui choisit ou peut-être votre fixeur comment vous vivez sur place, où vous choisissez de dormir. Donc là, par exemple, vous pouvez vous poser votre veto pour dire, par exemple, je ne vais pas là, c'est trop dangereux. Comment ça se passe? Qui trouve le logement? Moi, personnellement, j'aime bien que ce soit une discussion commune. On met tout sur la table. Alors parfois, c'est décidé un peu à l'avance, mais
c'est même d'ailleurs décidé à l'avance. En général, on se renseigne avant de partir. Hein. On met tout ça, on met toutes les options. Et puis une fois qu'on est tous ensemble, eh ben, on discute. On pose la question à la personne, au journaliste local qui nous accompagne. Si lui nous dit hors de question, absolument, on ne va pas. Moi, cette jeune fille, Abbas, en Syrie, me disait non mais hors de question de dormir à Raqqa, sauf cas exceptionnel. Bon, ben, on l'a tous écouté, on n'a pas dit non, nous on a envie, non, c'est notre kiff, c'est ce qu'on a envie de faire. Non. Et puis on sentait bien que c'était, nous-mêmes, on sentait bien que c'était trop dangereux. Donc ce qu'on fait, c'est que, ben voilà, on se réunit, on dit, et même parfois, on se réunit, on dit maintenant, il faut quitter cet hôtel. Là, ça m'est arrivé en Ukraine récemment, il y a trop de militaires dans cet hôtel, ça va pas. Enfin, on ne les avait pas vus en arrivant, on se dit, mais c'est le prochain qui va se faire bombarder celui-là. Donc on décide d'un commun accord, là on va s'en aller, on va s'éloigner, on va chercher un endroit où on se sent mieux, où on se sent plus en sécurité. Quelle est la réaction quand vous arrivez face aux civils, quand ils voient des journalistes débarquer, qui sont sur le conflit depuis le début Quelle est leur réaction face aux caméras? Et surtout, comment ça se passe pour le droit à l'image? Alors, en général, quand vous êtes sur un... Alors, ça dépend de la situation des personnes. Il y a des gens qui sont dans des camps de réfugiés, il y a des gens qui sont en transit, il y a des gens qui sont à l'arrière dans un pick-up, ils n'ont plus rien compris. Il y a des gens qui sont avec leur camion en train de se déplacer d'un endroit à un autre. En général, donc pour eux, déjà, le droit à l'image, ce n'est pas leur problème. Sinon, ils nous le disent tout de suite, ils nous disent non, moi, j'ai pas envie d'être filmé, on comprend. Ils ont d'autres soucis à régler que leur image dans les médias. En général, on est plutôt bien accueillis. Parce que tout le monde, on vit dans un monde très connecté, donc les gens ont tout de suite compris qu'un témoignage peut avoir un impact et que ça peut déclencher soit de l'aide, soit une prise de conscience. Ou une prise de conscience, ou voilà, les gens... Et puis, il n'y a rien de plus ennuyeux que la guerre. Hein. La guerre, c'est quelque chose de très lent, où il y a beaucoup de phases où il ne se passe rien, et les réfugiés, ils s'ennuient terriblement, c'est terrible. Donc là, même... Récemment, alors c'est pas des réfugiés, c'est des réfugiés. Là, j'ai été interviewé d'anciens soldats de Daesh qui sont dans un camp de réfugiés, mais même eux, ils étaient prêts à nous parler tellement ils s'ennuient, tellement ils sont. Donc là, ils essayaient. Bon, leur intérêt de nous parler, c'était qu'on les comprenne, qu'on comprenne qu'ils n'avaient pas vraiment fait un choix conscient, qu'ils étaient trop jeunes. Donc moi, c'est les gens pour lesquels j'ai le plus de respect, les civils. Parce qu'en fait, on fait ce boulot, on ne le fait pas pour montrer... C'est pas du voyeurisme. On ne le fait pas pour montrer du... Vous me disiez, comment vous faites pour quitter des soldats, des gens que vous avez rencontrés. Mais moi, les soldats, j'essaye de ne pas devenir leur ami, parce qu'un soldat, il n'y a rien de pire. À un moment, il est sympa, puis après, il est capable de tuer un enfant. Donc, moi, on fait ce boulot-là pour expliquer ce qui arrive aux civils. Pas pour expliquer ce qui arrive aux militaires. Bon, les militaires, malheureusement, c'est leur destin. Et leur métier, c'est de risquer leur vie. Les civils, eux, ils sont pris au piège. Donc c'est un boulot frustrant, parce que si on base trop sur les civils, eh ben, on va nous dire c'est un peu lent, c'est un peu larmoyant. Mais c'est quand même l'essentiel. Donc moi, c'est terrible. Enfin, j'ai vu des situations... C'est très dur de voir des enfants qui meurent de faim, des parents qui ne peuvent même pas donner de lait. Enfin, donc c'est pour eux qu'on le fait, en fait. Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce qu'il y a de l'aide? Enfin, j'espère. Mais bon, moi, ça m'est déjà arrivé de voir des familles. Il y avait les tentes de l'ONU qui étaient là, puis il n'y avait personne, rien à manger. Non. J'espère qu'au moins on a accéléré les choses dans le reportage en disant mais ils n'ont rien, quoi. Il faut que ça bouge un peu là. Moi, ce que je dis tout le temps en fait aux gens, c'est qu'ils sentent qu'ils ont besoin de nous parler, que ça va leur servir. Moi, je leur dis toujours merci beaucoup, mais je ne peux pas vous garantir que ça va changer votre situation. Honnêtement, soyons honnêtes. Mais passons un moment ensemble. C'est un moment d'échange intéressant. Eux, ils ont cet espoir que ça change leur situation. Moi, je tiens, je ne fais pas ça. Jamais j'ai enlevé et supprimé des interviews de civils. Je me dis, si je le fais, c'est pour parler d'eux, quoi. Il faut qu'on entende parler d'eux.
parce que c'est eux les victimes. Et quand vous partez du coup avec votre équipe, est-ce que vous emmenez des choses, par exemple des choses de premier secours, peut-être pour les civils? Est-ce que vous essayez de les aider à votre échelle comme vous... En théorie, il faudrait pas. En théorie, il faudrait pas, parce que sinon tous les journalistes vont devenir on n'est pas des dispensaires d'aide. Et les gens, à la fin, si vous allez sur un conflit, on vous parlera uniquement si vous donnez quelque chose après. Donc non, en théorie, mais bon, parfois on est tellement choqué par la situation que il ne faut pas le dire, mais en fait on donne de l'argent, on donne un stylo, un truc, enfin tout ce qu'on peut. Mais quand on a passé du temps avec les gens, pas comme ça, parce que quand il y a eu un vrai échange. Parce que sinon, on va devenir... C'est pas notre rôle en fait, on n'est pas là pour ça. Enfin, sinon on va nous voir, on nous parlera que dans l'espoir d'obtenir de la nourriture ou autre chose. Ouais. Mais parfois, on est. Enfin, là, j'étais ému tout à l'heure parce que je repense à cette maman, à des yézidis qui avaient descendu la montagne avec Daesh aux trousses et ils avaient des gamins tout petits et ils n'avaient plus rien, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien à leur donner, quoi. C'était très choquant, quoi, de voir qu'ils leur donnaient du thé dans le biberon. C'était dur. Donc là, vous donnez tout ce que vous avez quand vous êtes choqué. Mais discrètement. Il ne faudrait pas que je vous le dise et je leur dis ne le dites pas aux autres réfugiés. Je voulais revenir un peu sur l'Irak et la Syrie. Donc vous avez couvert les révolutions arabes, les guerres contre Daesh en Syrie et en Irak justement. Et à la suite de ces missions, vous avez écrit un livre qui est sorti en septembre 2021 qui s'appelle L'homme qui riait sous les bombes. Ouais. Donc le récit retrace l'histoire des événements politiques de la Syrie et de l'Irak entre 2014 et 2017 et qui se déroulent donc sous les yeux d'Alex, un journaliste. Ouais. J'ai entendu dans une interview que l'écriture de ce livre était un hommage à la population syrienne et irakienne, mais également à un ami à vous qui a été pendant plusieurs années votre fixeur, si j'ai bien compris, tout à fait. Et qui s'appelait Bakhtiar Haddad. Oui, il était le journaliste fixeur le plus connu en Irak et il a travaillé avec des centaines de journalistes français. C'était tellement étonnant que il me faisait rencontrer des journalistes français à Erbil, des gens que je pouvais croiser dans la rue sans les connaître à Paris. Donc c'était vraiment un lien très important. Il était un lien très important entre les journalistes dits de guerre, surtout de la France, parce qu'il était parfaitement francophone. Et oui, j'ai écrit ce livre-là parce que je me suis dit, j'ai vécu des choses étonnantes et j'ai surtout connu des gens extraordinaires en fait, comme Bakhtiar, qui était vraiment un personnage, l'homme qui riait sous les bombes. Il était capable de rire de tout, il était capable de donner son salaire à des réfugiés, il était capable de faire la fête et puis après d'aller rendre service à... Lui, c'était le type même qui pouvait dire c'est scandaleux cette situation, je vais appeler un copain et on va leur trouver quelque chose, enfin on va arranger le coup. Ouais, j'ai entendu dans une interview que vous disiez pendant la couverture du coup des minorités yézidis, oui. Vous racontiez que vous étiez dans une famille qui n'avait plus rien, mais vraiment plus rien du tout, et que justement il y avait des enfants en bas âge là aussi, et qu'il avait donné l'entièreté de son salaire à la famille pour leur permettre de vivre. Quelqu'un qui avait encore la capacité de s'insurger, et moi je croyais justement en le rencontrant que pour la première fois que j'allais avoir affaire à un dur à cuire, un dur de dur, mais en fait non, c'était un cœur tendre, et c'est important de savoir, quand on vit dans un pays en guerre, de garder cette capacité, c'est essentiel. Bon voilà, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et il y a lui, il y a un général irakien que j'ai bien connu, que j'ai suivi grâce à lui. Il y a des journalistes syriens, des familles, des réfugiés, enfin des gens que j'admire beaucoup. Et j'avais vraiment envie de leur rendre hommage. Et donc j'ai choisi le biais d'un roman pour créer un lien entre eux. Et puis un lien aussi avec le Bataclan, parce que si la guerre en Syrie et en Irak nous a concernés à ce point-là, c'est parce qu'il y a eu les attentats. Et donc voilà, je voulais
montrer que finalement, moi j'ai la chance de voyager et je vois très bien le lien qu'il y a entre quelqu'un, un passionné de rock qui va au Bataclan et un soldat irakien, je le vois tout de suite le lien. Mais parce que j'ai vécu ces choses-là, donc je voulais le mettre dans un livre et expliquer tout ça. Et puis rendre hommage, c'est essentiel, quoi. Il y a des grands héros, en fait, des gens extraordinaires, mais qui vivent dans un pays en guerre, qui est en guerre depuis 20, 30, 40 ans, qui savent très bien que la paix n'est qu'une parenthèse. Et je voulais expliquer comment on vit dans cette situation-là, dans cette guerre quasi permanente. J'avais une dernière question, peut-être un peu globale, un peu naïve, mais j'avais envie de vous la poser. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Comment est-ce que je voyais l'avenir de le mien ou celui de notre société Sur notre société, sur les conflits internationaux qui sont en train de se passer, comment vous voyez un peu comment ça va se passer? Est-ce que vous avez une idée, des projections? Je ne suis pas devin, donc c'est très difficile comme question, mais je pense que, pour parler simplement, je pense que nous, notre société, les Français, alors les Européens, il va falloir qu'on fasse des choix, quoi. Donc on croyait qu'on était dans un monde très développé et civilisé et respectueux des différences. Le monde n'est pas comme ça, en fait. Donc il va falloir aller un peu plus au contact, il va falloir prendre des décisions, parfois prendre des risques. Il n'est pas totalement exclu qu'on soit aussi confronté à des conflits, hein, quand même. On va être confronté à beaucoup d'immigration économique de plus en plus, parce que les inégalités se développent, et sans parler du réchauffement climatique. Donc en fait, il va falloir qu'on se mette un peu plus en adéquation avec le monde. Il va falloir qu'on retourne sur Terre, qu'on se dise, voilà, le monde, c'est pas notre petit monde protégé. Voilà. Donc, défendons nos convictions. Si nos convictions, c'est la laïcité, si nos convictions, c'est le développement, l'aide au développement, bah allons-y, quoi. Mettons 2% sur l'aide au développement. Enfin, arrêtons de parler dans le vide, quoi, parce que c'est la catastrophe. Enfin, les problèmes s'accumulent. Donc, si nos convictions, c'est eh ben là on y est maintenant. S'il ne faut plus consommer de gaz et de pétrole parce que ça alimente une guerre, eh ben allons-y, quoi. Alors c'est facile à dire comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais on est quand même face à des choix. On a cru longtemps qu'on pourrait vivre dans un monde où on respecte les différences sexuelles, et c'est le but, hein, évidemment. Mais le monde n'est pas comme ça. Le monde est violent, le monde est intolérant, dans beaucoup de sociétés. Euh, donc il faut s'en rendre compte. Et il ne faut pas vivre dans sa bulle uniquement, quoi. Donc le monde, il est plein d'opportunités, plein de changements, mais il va falloir qu'on soit capable de défendre nos positions, parce qu'elles sont pas toujours appréciées. Et nous, on croyait qu'on était dans un bel universalisme. Moi aussi, je l'ai cru, hein. C'est pas le cas. Bon. Voilà, Ouais, merci beaucoup. merci.